grand plaisir d'accueillir des femmes d'exception. Vous êtes créatrice d'entreprise et vous dirigez de grandes sociétés. Votre expérience aujourd'hui nous est précieuse et j'espère va pouvoir nous permettre d'avoir une vision réaliste sur les divers sujets que nous allons aborder. Le temps que je trouve un petit micro par là, je vais vous demander à chacune de vous présenter et de nous, en quelques mots, de nous raconter votre parcours. Comment vous êtes arrivé, en quelques mots, à ce niveau, à créer une entreprise, à créer des entreprises d'ampleur, à diriger d'énormes entreprises. Quelles sont vos recettes? Quel est votre parcours en quelques mots? Écoutez, on va démarrer, je suis juste en face de vous, Madame Chantal Thomas, à vous la parole. Bonjour. Écoutez, j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai créé, en fait, j'étais une bête de mode quand j'avais à partir de 14-15 ans, et ma mère était couturière. Et elle me faisait mes vêtements, je dessinais mes vêtements qu'elle me réalisait. Et j'ai fait des vêtements, je suis sortie parce que je sortais avec mon fiancé, et je sortais beaucoup le soir, et tout le monde me remarquait parce que j'avais des choses extrêmement extravagantes. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu les vends pas? Et mon fiancé donc, a peint des tissus, c'était des tissus peints à la main. Et je suis allée les proposer dans les 2 boutiques que je trouvais formidables. Et on m'en a commandé. Et puis, j'ai créé une société qui était une micro-société. Ça a démarré assez vite. J'étais mineure à l'époque, puisque la majorité était à 21 ans. Mes parents m'ont émancipée pour monter une société. Et pendant une dizaine d'années, ça a grandi. J'avais un atelier, j'avais une trentaine de personnes, et puis des représentants. Et puis, très vite, dans les 3-4 ans, des boutiques, des clients dans le monde entier. Et ça a tellement grandi qu'à un moment, on a eu, parce qu'on n'était ni l'un ni l'autre, des industriels et des financiers, on a eu des problèmes financiers et on a été en partie racheté par un groupe. Et j'ai été dans un groupe japonais pendant une dizaine d'années. J'ai toujours gardé un pourcentage, j'avais toujours gardé la minorité de blocage. Et pendant 10 ans, ça a été pour moi les plus belles années, en fait, de ma carrière. Alors, il faut savoir que je suis très connue pour la lingerie, mais qu'à l'époque, je faisais du prêt-à-porter. Je faisais très peu de lingerie, mais surtout beaucoup de prêt-à-porter. Et puis, petit à petit, au bout de 10 ans, c'était en 93, il y a une crise au Japon, et les Japonais ont trouvé que cette petite société française leur coûtait quand même très cher, parce que effectivement les défilés, c'était la période des top modèles. Donc on avait les Naomi Campbell, Claudia Schiffer, etc. Et tout ça coûtait très cher. Mais le président japonais était très content de mettre des posters de 5 mètres de haut avec Claudia Schiffer sur son usine. Et donc finalement ils ont décidé de revendre leur part. Et ça a été un peu délicat pendant 2-3 ans. Et finalement, je faisais donc du prêt-à-porter et un tout petit peu de lingerie. Mais la lingerie, comme j'étais la seule à la faire d'une manière différente, en fait, j'ai amené quelque chose de différent dans la lingerie, c'est-à-dire que pour moi, c'était de la mode. Donc j'ai fait de la lingerie mode. Et j'étais la seule. Donc je n'ai trouvé. Et finalement, ce qui était drôle, c'est que dans tous ces défilés que je faisais tous les 6 mois pendant la Fashion Week, il y avait 3 modèles de lingerie pour 100 modèles de prêt-à-porter. Mais toutes les photos qui passaient dans le monde entier étaient les photos de lingerie parce que c'était les plus spectaculaires. Personne ne faisait ça. Des robes, tout le monde en faisait. Donc, et je n'ai trouvé des repreneurs pour les parts que dans la lingerie. Donc j'ai été associée après avec le groupe DIM pendant une dizaine d'années aussi, puis avec le groupe Chantel, voilà à peu près ma carrière. Mais je touche beaucoup à beaucoup d'autres choses parce que j'aime bien
J'aime bien, en fait, j'aime créer. Et j'aime surtout créer ce que je n'ai jamais fait. Donc, on peut me demander de faire... j'ai fait un hôtel, par exemple, déjà, avec un thème un peu particulier, les 7 péchés capitaux. Mais j'ai fait des bougies, j'ai fait... Je pourrais même pas tout vous dire. J'ai fait de la papeterie, j'ai même dessiné un jour une machine à laver. J'ai fait évidemment tous les accessoires possibles proches de la mode, c'est-à-dire des sacs, des chapeaux, des bijoux. Et je fais régulièrement comme ça. Je fais par exemple, là j'ai fait une collection de papier peint, de toiles tendues. Là je suis en train de travailler sur une collection de meubles en béton. Enfin de petits meubles en béton. Voilà, donc je suis une grande curieuse et j'aime créer et j'aime aller dans des univers qui me surprennent. Merci pour ce témoignage. Marlène, on va passer de la mode à la finance. Marlène Goyi, s'il vous plaît. Je vous remercie pour cette belle histoire très inspirante de Madame Thomas. Donc voilà, moi c'est un parcours très différent. Je suis originaire de République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. J'étais très heureuse de voir Madame Chantal, une compatriote. On est souvent absent de ce genre de meeting et donc on remercie vivement les organisateurs de nous donner la parole dans ce lieu plus que sacré. Je suis ce que j'appelle une gypsy en talons hauts. J'ai beaucoup roulé ma bosse. À l'âge de 17 ans, j'ai fini mes études secondaires en Belgique. J'ai décidé de partir aux États-Unis à l'aventure. J'avais envie d'apprendre l'anglais. J'avais envie de travailler en économie et finance. Et je me suis dit, les États-Unis est le meilleur endroit pour y aller. J'étais attirée par l'aspect très pragmatique des choses et que là-bas, tout était possible. Donc là, j'ai poursuivi des études d'économie et de finance à Bentley College, dans le Massachusetts, avant de commencer une carrière à Wall Street, en banque d'investissement, à Merrill Lynch, dans le secteur Energy and Power. Donc ça s'est conseillé toutes les fortunes 500 sur les fusions, les acquisitions, les levées de capitaux, les offres publiques d'achat. Et au départ, on me disait, mais vous êtes une femme, vous êtes noire, et en plus de ça, vous parlez anglais avec un accent français. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez réussir à Wall Street? Et je suis de ceux qui pensent que les différences sont des atouts. Et donc, j'ai tiré de tout ça avantage. Donc, quand il y avait des dîners prestigieux, alors que j'étais une jeune analyste avec des clients, on m'invitait parce que je pouvais commander les vins en français, en général dans les grands restaurants new-yorkais, la Grenouille, par exemple. Donc, voilà, j'ai toujours essayé de prendre de mes différences, d'en faire des atouts. Ensuite, j'ai poursuivi ce qui est classique en finance, une carrière dans le private equity. C'est ce qui m'a rapproché du partenariat. Le private equity, c'est des rachats de sociétés. Qu'on organise avec des effets de levier qu'on appelle des leverage buyout, mais je vous passe l'aspect technique. Ce qui était important dans cette expérience, c'était de se rapprocher de l'entrepreneuriat, à un jeune âge d'être au conseil d'administration de société, de comprendre toutes les fonctions clés des business, le commercial, le légal, le capital humain, les opérations, les achats, enfin toute la chaîne de valeur. Et donc ça, c'était une expérience extraordinaire pour moi. Ensuite, j'ai eu la grande chance d'être admise à la Harvard Business School pour mon MBA. Je dis la grande chance parce que pour une personne comme moi, qui a grandi en Belgique, qui est de RDC, voilà, une université comme Harvard, c'est très 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 loin. On ne se projette pas dedans. Et je pense qu'il y a des gens qui ont parlé de ça en disant nous, on n'a pas forcément un oncle ou une tante ou un cousin qui ont fréquenté ces lieux-là, et donc ils paraissent très lointains. Mais je me suis dit, et j'ai un de mes meilleurs amis et mon chargé de communication qui est dans cette salle, je me suis dit, j'essaye, parce que souvent, on s'exclut du processus. Et moi, je me dis non, j'essaye. J'ai de bonnes recommandations de la banque d'affaires, j'ai fait du private equity, je parle de langues, 3 même, quand on compte le lingala. J'essaye et je me mets dans la cour des grands. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être admise, j'y ai passé 2 ans merveilleux, j'ai construit beaucoup d'amitié. Et après cela, sachant que c'était un privilège pour quelqu'un comme moi d'avoir accès à cela, je me suis dit, je veux retourner en Afrique et je ne veux plus travailler en haute finance, j'ai envie de travailler dans la finance plus humaine, donc dans la finance grassroots. Et donc j'ai décidé de rejoindre un fonds qui était backé par la Banque mondiale, qui investissait justement dans des petites entreprises, des toutes petites entreprises, souvent dans le secteur de l'agriculture, qui est un secteur absolument clé pour la planète entière. Comme vous le savez, l'Afrique aujourd'hui est un des continents avec le plus de terres cultivables au monde. On sait que d'ici 2020,
La Chine et l'Inde, de par les populations croissantes, auront des problèmes d'alimentation. Donc c'est un secteur tout à fait stratégique qui va bien au-delà des petits cultivateurs. Donc j'ai travaillé pour ce fonds-là. L'idée, c'était d'avoir un retour sur investissement, mais un retour social également, parce que je suis convaincu que ce qui prend et ce qui perdure sont les choses qui sont les activités qui sont pérennes. Et donc c'est ce qui m'intéressait dans cette approche, de dire c'est pas des donations, les investisseurs récupèrent leur capital avec un retour, mais il y a un impact social très fort, création d'emplois, paiement d'impôts, transfert de connaissances, ça c'est très très important également. Et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Avant de rejoindre la banque d'investissement du groupe BGFI, donc vous pourrez vous dire, tiens, c'est un petit peu schizophrénique. Pas du tout, je pense que l'Afrique a besoin de quasiment tout. Donc quand j'étais dans la banque d'investissement, on a pu financer des ports, on a pu financer des routes, on a pu restructurer des business massifs qui sont dans l'agribusiness, dans la transformation du bois. Et donc toutes ces choses-là contribuent au développement de l'Afrique. Donc il n'y a pas de métier qui soit à plus valeur ajoutée en finance pour moi, d'après moi. On a besoin de tout. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et là, aujourd'hui, je suis directeur général et je vous passe des épisodes. J'ai passé un petit peu de temps au Guatemala, un petit peu de temps à Cuba, mais bon, ça, on se racontera ça au dîner plus tard. Aujourd'hui, je suis administrateur directeur général de BGFI Banque en RDC. J'ai pris mes fonctions il y a peu de temps. Tout le monde m'a demandé, mais tu perds la tête, Marlène. C'était avant les élections, c'est incertain. C'est un des plus gros challenges de ma carrière. J'en parlais à Madame Moreno à ma droite. Que je souhaite relever avec brio parce qu'on a besoin d'hommes et de femmes, de talents engagés pour redresser l'Afrique. Et donc moi, c'est ce que j'essaye de faire en toute humilité. Et je vous remercie pour votre question. Je m'arrête là. Je vous le disais à l'introduction, que des parcours incroyables. C'est incroyable. Je vais donner la parole maintenant à Madame Yan Chi, qui est représentante du Harper's Bazaar Chine et fondatrice de Bazaar Charity Star. Je pense qu'elle va nous parler en chinois avec une traduction. 好，那谢谢托马斯女士。不好意思，那可能我需要用中文来说，然后如果方便的话，那请大家戴上你们的耳机。非常开心，也非常高兴，今天有这样的机会，可以在这样的一个大会上面来去发言，并且其实在我旁边坐着的都是我非常崇拜的，包括托马斯女士也是我非常崇拜的时尚行业的这个前辈。那对于我来说，我其实是代表着中国的时尚行业，今天坐在了这儿。我在中国的时尚杂志工作了16年。然后同时呢，也是中国的非常知名的品牌，周大福珠宝品牌和这个买手的连卡佛的，中国区的市场推广总监，这些都是我曾经的工作经历。那今天呢，坐在这儿，可能更有意义的一个身份是，我是一个造型师，为中国以及世界上非常多的著名的人士，包括非常有名的像。可能我们法国的苏菲玛索女士，然后和像美国的米兰达可儿，然后 Jessie J 等等的这些知名的人士，我帮他们做过造型。当然，中间包括了更多的中国的这些明星。而做了这么久的这些明星的造型之后，真真正正让我觉得我的工作是一份有意义的，然后可以去帮助更多人的是。我去参加了中国的一个国家电视台的真人秀，然后在这档真人秀的节目当中，我们花了5年的时间，去帮助了将近400个真真正正的、真实的女性，去让她们找到她们自己的形象，去让她们找到她们最美好的自己。这中间的话有非常多的人，我们帮助他们，甚至只是因为一次的造型帮助他们而改变了形象。然后甚至是改变了人生，所以我一下子对时尚这个行业有了一个全新的认知。我发现时尚也是一样，不是肤浅的，不是只是穿衣服打扮而已，而是真真正正的可以帮助别人找到更美好的自己。所以呢，在这样的行业中间，我也带领了非常非常多的从事行业的女性，因为时尚这个行业好像似乎本身就是一个充满了女性基因的行业，所以有非常多的女孩都加入到了我们的团队当中去，而我带着她们做更有趣的事情，比如说
我还去创立了一个在中国在北京非常有名的艺术博览会。而这样的艺术博览会，我们结集了非常多的中国以及世界各地的这些艺术家在一起，然后用艺术来去加强人们对美的审美的感知。同时呢，我带着所有的这些女孩子们一起去做公益和做时尚，我们去和更多的这些有影响力的明星们，然后带着他们一起来去设计出来漂亮的东西，比如说漂亮的衣服、漂亮的鞋子、漂亮的眼镜，然后再把这些东西卖出去，利用明星和名人的影响力去卖得更多更好。而最终我们不是为了得到更多的利益，而是去帮助那些贫困地区的孩子们，去帮助那些中国更多的这些从来不知道艺术是什么的孩子们，让他们了解艺术，让他们知道美，让他们知道如何能够获得自己更美好的生活。所以今天坐在这儿，我也非常高兴地和大家一起来去分享我的故事，分享我们可能在中国并不是时间很久的时尚行业所带来的这些成绩。谢谢大家。Je vous remercie. Nous allons passer à l'architecture. Madame Borine-Andrieux, c'est à vous. Écoutez, je suis ravie d'être là et je suis ravie de voir, en écoutant les panels précédents, qu'on est toutes sur la même longueur d'onde, d'où qu'on vienne. Et c'est une grande force. Et une des forces qu'on évoquait, qu'on a commencé à évoquer avec Chantal et avec Marlène, c'était cette différence qui, à mon avis, est le plus grand atout qu'on puisse transmettre aux jeunes qui nous suivent ou qui démarrent pour donner confiance. Moi, j'ai un parcours totalement atypique. Donc d'abord, je suis née en Bulgarie, aux 3/4 bulgare, 1/4 autrichienne, d'une famille un peu particulière. Donc je suis arrivée en France en 82 et j'étais une très grande matheuse, mais j'ai préféré aller dans les maths appliquées, donc je me suis concentrée sur les langages codés et les cartes perforées, ce qui était à l'époque quelque chose de très innovant. Et puis après, ça m'a donné l'envie des langues et cette étude des langues que j'ai poussée jusqu'à... Bon, j'ai fait une maîtrise, puis après j'ai fait Sciences Po, un double cursus économie-finance et relations internationales, avant de faire un DEA en littérature et communication et l'école du Louvre. Donc inutile de vous dire que, comme mon père disait, ma fille a fait bac plus 12 pour garder ses enfants à la maison, ce qui était un peu le cas parce que j'avais un mari diplomate et je parcourais le monde avec mes 3 enfants au fur et à mesure, etc. Mais ce qui m'a donné une énorme force, parce que j'ai enseigné, j'ai écrit des livres, j'ai été nègre pendant plusieurs années, j'ai écrit beaucoup d'autobiographies. Et puis après, je suis devenue journaliste économique lors de nos passages en France, ce qui m'a amenée à devenir la correspondante de l'IB en Finlande à une époque donnée. Puis je me suis retrouvée en Russie, à l'ambassade. Et l'ambassadeur m'a dit, Borina, vous êtes bien gentille, mais même sous pseudo, vous oubliez la politique, vous passez au culturel. Donc je me suis mise à écrire les guides du petit futé et de faire des éditions bilingues de toutes sortes de choses. Mais ça m'a ouvert les portes à un moment donné. Je suis rentrée aux affaires étrangères pour être la commissaire du tricentenaire de Saint-Pétersbourg côté français, et ce qui m'a amenée à rencontrer Jean-Michel Wilmotte. Alors, je baigne dans l'architecture par ailleurs, par ma famille, etc., etc. Donc, je suis rentrée pour développer la boîte. Au jour d'aujourd'hui, la boîte, donc on est 280 personnes, on travaille dans 28 pays, et c'est une boîte qui, en 15 ans, s'est développée d'une façon incroyable parce qu'on s'est donné une chance et parce que, là aussi, on était atypique. Jean-Michel Wilmotte venait du monde de l'architecture d'intérieur, de la réhabilitation, mais au fur et à mesure, on est arrivé en architecture et en urbanisme, et maintenant, je vous dis, on a la chance d'avoir à la fois des projets incroyables en Afrique que j'aurais aimé partager avec vous, mais c'est trop court et c'est vrai que j'ai une vie tellement longue que ça fait long. Mais vous savez, on peut tout faire et tout est possible. Et tant qu'on a cette chose-là en tête, on peut arriver à tout. Voilà. Vos expériences sont précieuses, réellement précieuses. Et ce partage comme ça de vie
de moments de vie, de parcours de vie, c'est vraiment précieux. Madame Monique Richez, je vous en prie, allez-y. Bonjour d'abord à tous. Alors moi, mon parcours, il est né sur en fait un coup de chance, je crois, puisque j'ai eu la chance d'intégrer une maison de couture quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé à travailler, qui était une très belle maison, enfin qui est toujours une très très belle maison d'ailleurs, qui est Chanel. J'y suis restée au moment où Chanel relançait son prêt-à-porter, donc c'était une expérience absolument fantastique de développer cette marque qui n'existait qu'en haute couture à l'époque, et de trouver les premiers clients, enfin vraiment de suivre le développement de ce prêt-à-porter. Ensuite, j'ai rejoint une autre maison dans laquelle je suis restée assez longtemps, qui était Jean-Louis Scherrer, qui était une maison que j'aimais beaucoup, à laquelle que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je me suis occupée à la fois de trouver des clients, donc de la distribution dans le monde entier, de trouver des partenaires, donc non seulement commerciaux, mais aussi pour la fabrication. Ça m'a amené à voyager, mais vraiment partout, États-Unis, Amérique latine, beaucoup l'Asie, d'abord le Japon, puisque c'était à l'époque, dans les années 80, le Japon était vraiment l'Eldorado pour les marques françaises. Et puis ensuite, le reste de l'Asie, la Chine, un peu partout. J'ai quitté Jean-Louis Scherrer pour rejoindre Pierre Balmain, qui est une autre très belle maison, où j'ai eu les mêmes fonctions. Et j'ai quitté Balmain parce que, comme le disait Chantal Thomas tout à l'heure, les changements d'actionnariat peuvent être un peu rudes dans nos métiers. Et j'ai décidé, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est le moment où jamais, avec cette expérience que j'ai, les contacts que j'ai noués, c'est le moment de lancer ma société. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça me donne Bon, je l'ai fait parce que je connaissais bien ce métier, que j'avais, je crois, construit avec les années un réseau de partenaires vraiment avec lesquels je m'entendais bien, avec lesquels je pouvais vraiment travailler. Et ça me donne la chance de travailler maintenant avec des marques diverses, qui ne sont pas seulement des marques de couture, qui sont aussi des marques même de positionnement complètement différents, au niveau vraiment qui habillent des femmes différentes. Et voilà, c'est ce que je fais depuis quelques années, et avec grand bonheur. Voilà. Parfait. Elisabeth Moreno, on va passer aux ordinateurs informatiques. Vous nous racontez votre parcours de vie, s'il vous plaît? Je vais essayer de vous le raconter un peu rapidement, parce que je sais que vous êtes toutes un peu fatiguées. En écoutant mes compagnes autour de cette table, il y a une citation qui m'est revenue en tête. Vous savez, celle qui dit « Elles ne savaient pas que c'était impossible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait ». J'ai envie de dire, donc c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait ». Et moi, j'ai envie de dire « Nous ne savions pas que c'était impossible, et c'est pour ça que nous l'avons fait ». Et moi, j'ai vraiment un parcours de l'impossible. Je suis née dans un tout petit archipel qui s'appelle les îles du Cap-Vert. C'est un petit archipel qui est tellement petit qu'on ne prend même pas la peine de le dessiner sur les cartes. On met des petits points. Et la probabilité pour que je sois ici aujourd'hui à vous parler était très, 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 très limitée. Parce que je suis née d'une famille très humble, très modeste, de parents qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui m'ont transmis la force, le courage et la détermination. On a eu à quitter notre petit archipel, j'avais 6 ans, parce que ma petite sœur a eu un très très grave accident domestique et elle a été très grièvement brûlée. Et il n'y avait aucune manière de la sauver au Cap-Vert. Et nous avons atterri en France, où elle est restée 2 ans hospitalisée. Et puis quand vous êtes un jeune couple, que vous avez 3 enfants, dont l'un est hospitalisé pendant 2 ans, eh bien vous devez trouver de quoi vous nourrir, de quoi vous loger. Et mes parents ont fait ce qu'il fallait pour subvenir aux besoins de la famille. Et j'ai eu la chance de rencontrer, parce que je crois que la vie est faite de rencontres. Nous avons énormément de chance d'être tous ensemble ici aujourd'hui. Et je suis certaine que nous allons repartir avec de belles amitiés. C'est ça aussi l'humanité. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était ce que j'appelle un savant fou, qui avait toujours des choses à raconter, toujours des choses à dire. Et il me fascinait parce qu'il était
excessivement éduquée. Et autour de moi, éduquée dans le sens cultivé. Et autour de moi, je n'avais jamais eu ce genre d'individu. Et donc, j'étais toujours accrochée à ces baskets. Et un jour, il m'a dit, et je lui ai dit, mais comment je peux faire pour espérer réussir un tout petit peu ma vie? Et il m'a dit, quand on est une petite fille et qu'on est noire dans un pays blanc, la seule chose que tu peux faire, c'est étudier, si tu veux t'en sortir. Et j'ai étudié jour et nuit. Mais je vous assure, j'ai vraiment étudié jour et nuit parce qu'en plus, j'étais même pas une bonne élève. Ma petite sœur était brillante, elle ouvrait un livre, elle le refermait, elle avait tout à intégrer. Moi, il fallait que je le relise 10 fois avant de le comprendre. Mais aussi parce que je n'étais pas une petite fille comme les autres. J'étais une petite fille qui soutenait sa famille. Parce que j'étais, quelque part, mes parents travaillaient comme des damnés pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et donc moi, j'étais celle qui était à la maison, qui faisait les devoirs, qui allait au conseil de classe, qui allait faire les papiers administratifs, etc., etc. À l'époque, j'en pleurais de rage. Aujourd'hui, je me dis que si je n'avais pas eu ce parcours, peut-être que je ne serais pas là où je suis. Parce que du coup, j'ai appris très très rapidement ce que c'était que le sens des responsabilités. J'ai appris très rapidement à ne pas m'apitoyer sur mon sort. J'ai appris très rapidement à travailler dur. Et en étudiant dur et en travaillant dur, je suis devenue vice-présidente d'HP Afrique. Oui. Vous nous en donnez la chair de poule, ce discours. C'est assez incroyable. Moi, je suis très, très heureux que cette journée se termine par vos témoignages. Parce que c'est vraiment une source d'énergie. Vous êtes des modèles, là, aujourd'hui, je crois, suite à tout ce qui a été dit dans la journée sur le rapport à la femme, le rapport de la femme à la société, la femme entreprise, la femme entrepreneur, vous êtes vraiment les symboles de la journée. Et quelque part, c'est très, très positif. C'est pas à moi de parler, c'est à vous, Anino et Miwa, pour votre parcours de vie aussi, s'il vous plaît. Okay. Good evening, everybody. Can we hear? Okay. Good evening, everybody. I'm really delighted to be here, and Your Excellencies and all the guests, good evening. It has been really inspiring to listen to all the stories of my co-panelists here. And we all have something in common in that, we did it. And, but it's also different. So I think that's what's inspiring, that there are different ways to get to where you're going to. Now, I think what determines how I've gone through my life has been that of problem solving. When I was young, I loved maths. And the reason why I loved maths was two things. Was one, because nobody has ever seen a number, right? It is an abstract thing, mathematics. But you also had to do problems, to answer problems. That's what maths is all about. And so problem solving was what interested me. So it wasn't very strange when, as I grew up, I got interested in finance. And I was interested in how come finance, which is also hidden, was there, and it was a resource that drove business. So I was curiosity. And at this time, when I did my studies, I was in the UK. So I decided that I would study economics because it's a good background to finance. I wanted to work in a bank. I wanted to work as an investment banker. I wanted to finance big businesses. And naturally, after economics, I went back to my country. I was hired by Citibank, in the American bank, in the corporate bank. And so I had responsibility for writing credits, and I became a member of the bank's credit committee. And these were like millions of dollars of credits I would write. You would analyze, all the annual reports, the cash flows, recreate cash flows, and determine if you should lend to these organizations. And these were multinational companies. And I loved my job. It was fantastic. I enjoyed it. But I was here in Africa, and I thought to myself, I could see that, these were big businesses, but all around me, I could see gaps in the marketplace. Even as simple as a professional woman. And I was there in Nigeria, and, you need to get your clothing, you need to get accessories, all the things you'd like, and we couldn't find it. So I had this high-powered, busy job, which I loved,
But at the same time, I would get, all these sort of little things and sell them to my colleagues and friends at home because I found a gap in the market. So there was this curiosity in me about why you had these gaps that were not being filled. So anyway, after several years in banking, I did my MBA to continue to banking. And of course, when you do an MBA and you're working, in a bank, you're doing a lot of finance. But I did a lot of entrepreneurship courses as well. So to understand what entrepreneurship was about, business plans, etc. And I came back, this was in the UK. I came back again to back home to Africa, to Nigeria, working again in the bank, now with the oil companies. So these were even bigger businesses. But at the same time, there were still these gaps I could see in the marketplace. Just to cut a long story short, after several years with my family, we lived in different African countries. And what I found time after time again as a consultant was that small businesses found it difficult to raise funds. So if you remember that there I was writing credits for millions of dollars for big international companies, and yet these smaller entrepreneurial businesses couldn't raise funds. And this was Africa. I had seen this in many African countries. I lived in 5 African countries. And so I used to consult with small businesses to help them with the banks, because I knew as a banker exactly what we were looking for. But that was not enough for me, because I felt as an economist, which is my background, that the growth and development of Africa was being hampered by the inability of smaller businesses to grow and access funds. And so I thought, this is after a first degree, a second degree, I have to study this and do a doctorate. So I went off to the university again to do a doctorate. And this was to study SME finance. The obstacles are not the obstacles, how to overcome the obstacles. But throughout my consulting as an independent consultant, what I also found was that these small businesses, right, it wasn't just the finance. I had a particular example of a small business that she couldn't access funds. I was helping her, and I said to her, bring your financials, I'll work through them, do your cash flows and everything. I went to her office, and what I found was 3 men with a huge book, a ledger, trying to fill out the numbers. She didn't have accounts, yet she had businesses in 3 countries, and she had 3 businesses in the country we were in. So it was a big business, but no formal accounts. So I knew that in addition to finance, we had to provide, business development. We all go off to do an MBA to run big businesses, but where's the MBA for entrepreneurs? So I started running a women's business owners seminar for management development classes to them, in addition to consulting on the SME side. So right now, what I do is the technical side of my job is working with banks and international organizations in creating structures to help banks to lend to SMEs, smaller businesses and entrepreneurs. But in addition, I run 2 networks for women business owners. One for women business owners, and one is also for women CEOs. And so what we're trying to do is, there's this idea very often, I know in Africa, that entrepreneurship is all about poverty reduction, which is critical and important. But if we're looking to growth, we have to look at entrepreneurship in the same way as we look in Western countries. That is, how can it generate wealth, how can it generate jobs, and how can it create to economic development. So what I'm looking at is how we can get women who have the background, who have the, the ability to grow businesses, to scale them up, into large-scale businesses. So that's about me. Thank you. Merci pour votre intervention. Nous vous connaissons mieux maintenant. On va passer à une question. Alors, je vais vous la poser en toute naïveté, mais j'aimerais que chacune de vous y répondiez assez rapidement, parce qu'il y a d'autres questions qui devraient arriver. J'ai vu l'horloge, le temps passe vite. Je voulais savoir, vous avez non pas le même profil, vous venez d'horizons totalement différents, mais vous réussissez de la même façon. Ma question, c'est de savoir, je vais demander à Chantal Thomas d'y répondre. La première, est-ce qu'il y a une spécificité féminine dans le leadership ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Si vous voulez bien répondre en quelques mots, Chantal Thomas, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a peut-être plus de volonté, en fait. Il y a peut-être plus d'envie de réussir.
d'être différent. Enfin, moi, j'avais envie d'être différente, de toute façon, de faire des choses différentes, d'être différente. Et c'est vrai que quand on a... Moi, j'avais une mère à la maison qui n'avait jamais travaillé, qui élevait les enfants. Donc, j'avais qu'une idée, c'est être libre. Faire autre chose, être libre et choisir ma vie. Marlène Ngoyi, vous avez réfléchi à la question? Je rejoins Chantal Thomas quand on est femme dans les positions dans lesquelles on est, de leadership. On est souvent rare. On a parlé de statistiques tout au long de la journée. 5%, 10% maximum, un petit peu plus parfois, mais ça reste quelque chose de rare. Et donc, il reste toujours un sentiment, même si on se sent légitime, on a toujours à se prouver. Ça, c'est l'impression que j'ai. Donc, malgré les années, on se sent toujours dans une position de devoir se prouver, et c'est peut-être un avantage, parce que ça veut dire qu'on continue à travailler très dur tout le temps. Ça, c'est la première chose. Et pour moi, qui suis en finance, souvent, je suis sous-estimée. Donc, j'arrive à une table de négociation, et j'ai apprécié le commentaire de notre ami du Japon et de Chine, où on a l'impression que c'est vous qui servez le café, ou c'est vous qui portez les mallettes, ou que vous êtes la secrétaire. Donc on est souvent sous-estimé. Donc j'ai vu des clients regarder plus mon collaborateur que moi, alors que la décision m'appartient à la fin de la journée. Donc ça arrive souvent. Mais pour moi, ça peut être un avantage également, parce que ça veut dire que les gens se disent... voilà, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de toujours tourner ces désavantages en avantages, mais c'est ce que je dirais, c'est premièrement, le sentiment de toujours devoir se prouver peut-être plus que les autres, à tort ou à raison, souvent à tort bien évidemment, et également être sous-estimé et le transformer en un avantage à la fin de la journée. C'est probablement l'une des recettes de la réussite, oui, ça c'est certain. Madame Yanchi, s'il vous plaît, si vous avez réfléchi à la question, si vous voulez bien y répondre. 是这样，我觉得女性在职业当中更加的温暖，而这样的温暖其实是女性所独特的，因为女性足够温柔，然后她不仅是自己的孩子，对自己的家人。 其实对周边的所有人，它更具有母性的光辉，而这样的包容和温暖，其实对于团队来说，应该是一种更加有力量的鼓舞，并且能够让团队更加的持久。那同样的温暖，我觉得这个是女性天然的一种性别差异。男性有男性的优势，他足够的刚毅，然后足够的果断。 但是对于女性来说，在职业当中去处理很多的事情的时候，她反而更加的包容，她可以去让更多的人在这样的机会当中，然后去充分的享受，自己的领导方式。而这样的领导方式的话，有的时候对于某些企业和某些事情，反而是非常有益的。 Borina Andrieux, vous répondez? Il veut pas toujours. Voilà, ça y est. Je suis impatiente et ça, je crois que c'est le propre de beaucoup de femmes leaders. Mais ça aussi, ça nous aide à aller peut-être plus en avant, plus vite. Je pense que c'est vrai qu'on a des choses à prouver. Et en plus, on essaye de conjuguer, de mettre ensemble plusieurs choses. Qu'on soit une mère de famille parfaite, une maîtresse de maison parfaite, une femme élégante, représentative, un bon manager, etc. Donc, et de toute façon, on ne peut pas tout faire. Ça, c'est ce que je répète. Donc, il faut s'accorder la possibilité d'avoir des faiblesses ou l'indulgence d'avoir des faiblesses. Mais nous avons une force énorme parce que si on croit en nous-mêmes, si on a cette chose que tu disais, Elisabeth, moi je le formule différemment, aux innocents les mains pleines. Donc c'est comme ça que ça m'est arrivé quelque part. Mais il faut avoir la chance, mais la chance se saisit et se travaille et se provoque et se... Voilà. Donc,
une femme, je pense qu'elle a plus d'opiniâtreté, plus de ténacité dans sa façon de faire. Et certainement, même maintenant, les choses changent parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont plus impliqués de point de vue familial. Mais quand je débutais, c'était pas tout à fait comme ça. Et je pense que la femme peut être effectivement plus compréhensive, mais j'ai connu aussi des femmes dirigeantes. Elles n'étaient pas tendres, hein, donc pas forcément faire des cadeaux. Une chose qu'on devrait faire entre nous, j'étais à Abu Dhabi, je suis rentrée hier matin, je discutais avec un des dirigeants du fonds souverain d'Adia, qui m'a dit, vous savez, parce que l'effectif, donc on est en train de refaire le siège social d'Adia, et puis le nombre de femmes augmente. Donc, pardon, je m'arrête là. Il m'a dit, de toute façon, je préfère les femmes parce que pour un poste égal, elles sont mieux préparées. Voilà. C'est bien envoyé. Je m'excuse, on a très très peu de temps, 2-3 minutes. Si vous voulez parler rapidement, j'aimerais que tout le monde puisse s'exprimer sur ce sujet. Il y a eu tellement de questions à poser. Monique Richet, s'il vous plaît. Écoutez, moi je pense que les choses évoluent vraiment très positivement. Effectivement, il y a 20 ans, il fallait s'imposer. Les femmes devaient être plus compétentes, travailler plus pour pouvoir rivaliser avec les hommes et obtenir les mêmes postes. Et je crois que ça a quand même changé maintenant et qu'à regarder maintenant les postes se sont offerts alternativement à des femmes, à des hommes qui se succèdent. Je pense que grâce à nous les femmes, en fait, on a montré qu'on savait travailler, on a montré qu'on savait en plus, je crois une qualité vraiment importante, c'est travailler dans le détail. Et ce que des hommes peut-être ont tendance des fois à survoler, mais je ne veux pas être sexiste dans ce que je dis, mais j'ai remarqué qu'un dossier qui était préparé par une femme, en règle générale, était plus complet, était mieux construit. Et puis je crois que maintenant, les postes sont ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et que en France notamment, maintenant, les salaires sont quand même à peu près... on a rattrapé, on a comblé vraiment un retard qui était important. Donc je crois que très franchement, je pense que ça évolue vraiment positivement. Voilà. Merci. Merci. Elisabeth, s'il vous plaît. Pardon. C'était pour vous réveiller. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais vous savez, moi j'ai travaillé pour un grand groupe français, une multinationale chinoise, un grand groupe américain, et aujourd'hui encore, bien que les choses évoluent, quand je vais dans des réunions, ça ressemble encore beaucoup à ça. Hein, le tableau qui est au-dessus de moi là. Il y a en général 80% d'hommes et laborieusement 10-15% de femmes, et les autres sont au milieu. Je pense que le leadership n'a pas de genre. Un leader, c'est quelqu'un qui est suivi. Et que l'on soit un homme ou une femme, on peut être suivi. Il s'agit de qualité. Moi, je parle davantage de qualité que de genre. Parce que les qualités de leadership, c'est vous allez faire rêver quelqu'un. Vous allez avoir envie d'emmener quelqu'un sur un projet, sur une vision, sur une ambition, sur des projets. Est-ce qu'il faut être un homme ou une femme pour donner envie à quelqu'un de travailler avec vous? Non. On connaît des femmes politiques qui sont des leaders extraordinaires, et on en a eu tout à l'heure. On connaît des hommes qui sont adorables et tout doux et qui ont les larmes qui coulent quand ils regardent Titanic. Donc c'est pas une question de genre. Le leadership, c'est pas une question de genre, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de situation sociale. C'est juste une question de volonté. Et plus on vit profondément notre rêve, plus les gens ont envie de nous suivre. Alors écoutez, on me tanne pour arrêter. Je vous donne la parole, vous avez 30 secondes ou une minute. Et puis il faut je pense que la conclusion, vous venez de la donner toutes ensemble. Merci à vous. Okay. Very briefly, I'll take over from Elizabeth here. In the US, 5% of Fortune 500 company CEOs are women. In the UK, 6% of FTSE
500 are also women. In France, CAC 40 is 2%. In Germany, it's 1%. There's a lot of work to do. However, all the research till today has shown that gender diversity in leadership benefits the organization, leads to improved performance. So what we're saying here is that you do need gender diversity. That means you need both. You need men and women together to get the best outcomes. But I'll just leave you with one brief quote on leadership, political leadership. I think we all saw when the Prime Minister of New Zealand came out after the crisis. She went straight and said, this is going to happen, gun control, straight away, but then she had empathy. And so my quote is this from Tina Brown about her and the difference in women's leadership, is that the perplexities of life through generations, right, means have led women to try to get peaceful coexistence. So that has been the traditional role of women for centuries. Whereas the role for men has led to conflict and war. So these are some of the traditional differences over hundreds of centuries that have led, that we're facing today. Voilà, écoutez, merci à toutes. Je pense que le micro va être coupé. Donc je voulais remercier à nouveau l'Institut Mandela, CBS, Cibola Partners et CCP pour l'organisation de cette journée. Moi, je suis un invité comme vous. J'ai le micro, alors je vous remercie à tous parce qu'il va être coupé immédiatement.